À huis clos, Huxley qualifia Keon de perturbateur et suggéra qu'il soit jugé pour outrage. Il insista sur le fait que la salle d'audience devait respecter le décorum, mais tous les présents comprirent la vérité. Le véritable souci n'était pas le décorum, mais la dénonciation. La presse s'en était déjà emparée. Et dès le cycle d'actualité suivant, le visage de Keon était partout. Un garçon s'identifie comme le fils de l'inspecteur Dante Granger. Un conflit d'intérêts dans le procès suscite l'indignation. Les gros titres n'étaient pas de simples histoires. C'étaient des bombes, détonnant dans tous les médias et suscitant des questions que personne au pouvoir ne voulait poser. Le lendemain matin, Keon était assis sur un banc usé, sous une horloge cassée, au centre des libertés civiles du centre-ville. Le garçon paraissait plus petit, recroquevillé dans son sweat à capuche, le regard scrutant le sol comme s'il essayait de lire quelque chose d'écrit dans les interstices. En face de lui était assis Elijah Boone, un homme aux yeux emplis d'une tempête silencieuse. Autrefois redoutable avocat de la défense, Boone était devenu défenseur des droits civiques après qu'un juge fédéral l'avait accusé d'avoir empoisonné la confiance du public en remportant trop de procès contre des officiers corrompus. Cette étiquette, poison, lui était restée, mais Boone l'avait portée comme un insigne. Et il avait suivi le procès de Keon avec une sombre impatience, convaincu que ce qui se cachait sous-jacent était bien plus sinistre que le public ne le pensait. Keon ne parla pas tout de suite. Lorsqu'il sortit enfin la clé USB de la poche de son manteau et la lui tendit, ses doigts tremblaient. Boone la retourna avec précaution, presque avec révérence, comme s'il pressentait déjà ce qu'elle pouvait contenir. « C'est à lui », marmonna Keon à peine audible. « Mon père. Il l'a laissé au cas où quelque chose arriverait. » Boone hocha la tête. Il avait déjà vu des imprévus comme celui-ci, rares, mais révélateurs. Des hommes comme Dante Granger ne faisaient pas de sauvegarde à moins d'être entourés de fantômes. En branchant la clé USB sur son ordinateur portable crypté, Boone retint son souffle tandis qu'une multitude de dossiers apparaissaient, soigneusement classés par date, nom et enregistrement audio. Ce qui avait commencé comme une simple vidéo de surveillance se transforma rapidement en quelque chose de bien plus sombre. Il y avait des appels oraux datés entre des agents du 14e commissariat, des agents que Boone avait reconnus pour de précédentes affaires de mauvaise conduite. Il y avait des journaux de surveillance, de camions banalisés, arrivant dans des entrepôts clandestins et, plus effrayant encore, une écoute téléphonique. La voix était reconnaissable entre mille, celle du chef adjoint Ronald Kern. Dans l'enregistrement, Kern rit amèrement, en admettant que Granger avait découvert une unité secrète intégrée au commissariat, une force d'intervention secrète agissant selon des directives contournant la surveillance de la ville. « Il déplace des caisses, mec », lança la voix rauque de Kern dans les haut-parleurs de Boone, les mots empreints d'arrogance. « Pas seulement des armes, des votes, des faveurs, de l'argent. Ça va bien au-delà des âneries de commissariat. Granger se croit malin à fouiller comme ça. Mais il ignore complètement à qui il a affaire. Plus Boone creusait, plus la situation devenait monstrueuse. Des noms de politiciens, certains en campagne, d'autres déjà en poste, apparaissaient dans des fichiers cryptés, détaillant des pistes financières qui zigzaguaient des fourrières de la police aux sociétés écrans, pour finalement atterrir dans les super PAC de campagne. Un candidat à la mairie, un sénateur d'État en exercice, même un agent de liaison fédérale avec une habilitation de sécurité. Boone se laissa aller dans son fauteuil, l'esprit s'emballant. Ce n'était pas de la corruption, c'était une machine, un organisme vivant, respirant, nourri par le silence, alimenté par la complicité. Et Granger avait été l'un des rares à tenter de la démanteler. En moins de 48 heures, les représailles arrivèrent. Boone retourna à sa voiture un soir, après une réunion locale sur la réforme de la police, et trouva son pare-brise brisé et ses pneus crevés. Aucune trace, pas d'empreinte digitale, juste un message silencieux. « À vous ».
Keon, quant à lui, avait été retiré de sa classe de lycée par le directeur et escorté jusqu'au bureau. Suspension, la raison officielle. Perturbation persistante de l'environnement d'apprentissage. Officieusement, l'administration avait reçu des recommandations d'autorités non précisées. La lourde porte en bois du tribunal s'ouvrit en grinçant, son écho se répercutant sur le sol en marbre poli et les hauts plafonds voûtés comme un avertissement. Toutes les têtes se tournèrent. Une mère Dieu, certains curieux, d'autres calculateurs, suivit la silhouette solitaire qui entra. Keon Granger, 17 ans, resta un instant sur le seuil, sa silhouette élancée presque éclipsée par la grandeur de la salle d'audience. Il semblait dépaysé au milieu des costumes sur mesure, des officiers armés et des journalistes qui chuchotaient. Mais son regard, sombre, fixe et fatigué pour son âge, brûlait d'une flamme plus profonde que la peur. Il entra silencieusement, ses pas avalés par l'épais tapis rouge sous lui. Il portait une chemise blanche unie, du genre qu'on trouve dans une friperie, mais repassée avec soin, rentrée dans un pantalon kaki qui lui arrivait à peine aux chevilles. Ses chaussures étaient éraflées aux talons, mais avaient visiblement été cirées la veille, chaque coup de pinceau étant un petit geste de défi face au poids de ce que signifiait ce jour. Il ne portait ni téléphone ni sac, juste la détermination silencieuse d'un fils qui refusait que le monde oublie ce qui lui avait été volé. Alors qu'il se dirigeait vers le dernier rang, ses doigts tremblaient, non pas de nervosité, mais de la gravité écrasante de la vérité. Son souffle ralentit en passant devant la tribune de presse, où les objectifs des caméras suivaient chacun de ses pas, leurs propriétaires chuchotant des spéculations hâtives dans leurs enregistreurs. À l'avant de la salle d'audience, assis avec une confiance inébranlable, se trouvait l'agent Bradley Kern. L'homme qui avait autrefois patrouillé les recoins les plus dangereux de Brookmere était maintenant assis comme un roi derrière la table de l'accusation. Ses distinctions du SWAT et ses insignes de service lui avaient valu la confiance de la ville et, selon certains, l'immunité. Sa mâchoire ciselée se serra légèrement à l'arrivée de Keon. Ses yeux bleus glacés se plissèrent, étincelant d'un mélange de mépris et d'amusement. Il se pencha légèrement vers le procureur et marmonna quelque chose à voix basse, provoquant un petit rire entre eux. Puis il reporta son regard sur Keon, ses lèvres se courbant en un sourire narquois familier. Le genre qui disait qu'il était trop tard, le genre qui disait que c'était déjà fini. Keon ne sia pas, ne broncha pas. Il s'assit simplement, agrippant le bord du banc jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. De l'autre côté de la salle d'audience était assis un homme menotté, les larges épaules légèrement voûtées, le regard autrefois vif terni par l'épuisement. Dante Granger, ancien inspecteur, autrefois salué comme un défenseur acharné de la justice à Brookmere, ne ressemblait en rien à l'homme dont Keon se souvenait avoir pourchassé les malfrats lors des patrouilles du samedi matin. Ses cheveux, autrefois d'un noir de jais, étaient maintenant parsemés de gris. Sa silhouette s'était amincie derrière les murs de la prison, mais sa posture conservait les traces de la discipline qui avait fait de lui l'un des meilleurs de la ville. 2 ans dans un centre de détention fédérale lui avaient beaucoup enlevé, mais pas la fougue de son regard. Et lorsque son regard croisa celui de Keon de l'autre côté de la pièce, quelque chose changea, une lueur de fierté, de reconnaissance. 2 ans plus tôt, Dante avait été arrêté lors de ce qui aurait dû être une enquête de routine. Il traquait un informateur, DeShawn Mercer, un dealer de niveau intermédiaire lié à des gangs locaux et à des élus municipaux. Mercer avait disparu dans des circonstances mystérieuses et quelques jours plus tard, Dante était accusé de complot avec lui. Les procureurs affirmèrent que Dante avait prévenu Mercer d'une opération d'infiltration imminente, laissant ainsi disparaître drogue et armes avant même qu'une seule arrestation ne soit effectuée. Ils qualifièrent cela de trahison en uniforme. Mais ce qui le blessa plus profondément que les allégations, ce fut la rapidité avec laquelle le service se retourna contre lui. Ses collègues prirent ses distances. Ses supérieurs gardèrent le silence. Même le syndicat garda le silence. En quelques semaines, Dante Granger,
autrefois figure emblématique de la police de proximité, devint le modèle de Brookmere. Keon se souvint parfaitement de cette nuit. L'éclat rouge et bleu devant leur maison. La façon dont les policiers ont franchi la porte d'entrée sans frapper, hurlant des ordres, fouillant dans les tiroirs et les placards. Il se souvenait de sa mère hurlant, serrant son jeune frère dans ses bras tandis que Dante levait calmement les mains en l'air. Il se souvenait de Kern, debout au centre de tout cela, impassible, comme s'il assistait à une transaction enfin conclue. Et maintenant, l'homme qui avait tout orchestré était confortablement installé dans la salle d'audience, décoré, respecté et souriant. Le juge Raymond Huxley ouvrit l'audience, son marteau frappant comme le tonnerre. C'était une figure d'autorité juridique vieillissante, les cheveux blancs plaqués en arrière, les yeux cernés par des années de pouvoir. Huxley avait présidé certaines des affaires les plus sensibles politiquement de la ville, penchant souvent pour les forces de l'ordre. Son amitié avec Kern était de notoriété publique. Des photos de tournois de golf caritatifs, de dîners privés et de collectes de fonds de campagne jonchaient les réseaux sociaux, des rumeurs vite balayées. Keon avait tout vu. Il savait que c'était plus qu'un procès. C'était une performance, chorégraphiée pour valider un mensonge. Alors que l'accusation commençait à présenter son dossier, Keon se pencha en avant, les coudes sur les genoux, le cœur battant à tout rompre. Le procureur adjoint, Lyle Rayner, se tenait debout, confiant, arpentant la salle tout en racontant le récit. Il dépeignait Dante comme un homme corrompu par des années de terrain, quelqu'un qui s'était trop rapproché du monde criminel qu'il avait juré de démanteler. Il décrivit un appel téléphonique entre Dante et Mercer, prétendument intercepté par une écoute anonyme, où des phrases vagues furent déformées en sous-entendus. Il a dit au suspect de mettre les choses au clair, affirma Rayner en se tournant vers le jury. Qu'est-ce que cela vous évoque? Les ongles de Keon s'enfoncèrent dans ses paumes. Il connaissait cet appel. Il avait entendu la version originale. Les mots avaient été manipulés, découpés, restructurés comme des pièces de puzzle forcées à s'adapter à une image qu'elles n'étaient pas censées former. Kern acquiesça, tandis que Rayner poursuivait, regardant de temps en temps le jury avec une expression de désapprobation bien rodée. Dante resta immobile, la mâchoire serrée, le regard fixé au sol. L'accusation décrivit comment le coup monté avait échoué quelques jours après l'appel de Dante, comment un entrepôt prévu pour une perquisition avait été retrouvé vide, seules des douilles de balles perdues et des résidus chimiques y restaient. Comment le bureau du procureur affirma que c'était plus qu'une coïncidence. Comment la disgrâce d'un policier respecté était un avertissement nécessaire. Keon se déplaça sur son siège, scrutant la salle d'audience. À droite, une rangée d'officiers en uniforme étaient assis comme des statues, leurs visages indéchiffrables. Certains avaient autrefois travaillé sous les ordres de son père. D'autres s'étaient assis dans leur salon pour les dîners de famille. Maintenant, ils hochaient la tête au rythme de l'accusation, tels des vautours guettant le dernier souffle d'un lion qui avait autrefois régné sur leur fierté. Keon reconnut quelques journalistes dans la tribune de presse, des noms de journaux qui avaient transformé l'arrestation de son père en scandale à la une. L'un d'eux griffonnait furieusement, son expression mêlant ennui et impatience. Alors que les diapositives des preuves défilaient sur l'écran, l'esprit de Keon vagabondait. Il repensa au matin précédant l'école, lorsque son père l'interrogeait sur les droits civiques et la jurisprudence, lui expliquant la Constitution en termes compréhensibles pour un enfant de 12 ans. Il repensa à son père restant tard aux réunions de commissariat, revenant le regard fatigué, mais les histoires pleines d'espoir. Et il repensa à cette dernière semaine, celle où tout était devenu calme, où son père avait cessé de sourire, là où les conversations du dîner se transformaient en appels téléphoniques chuchotés et en va-et-vient insomniaques dans le salon. Quelque chose avait changé, quelque chose de profond, et Keon savait, dès l'époque, que son père avait découvert quelque chose qu'il n'était pas censé découvrir, quelque chose qui méritait d'être réduit au silence.
l'accusation marqua une pause pour présenter les listes de témoins, précisant que l'agent Kern témoignerait le 4e jour. Kern, affirmait-on, avait intercepté l'appel de Dante grâce à une information anonyme et l'avait signalé immédiatement, témoignant d'un engagement indéfectible envers la justice. Keon faillit éclater de rire. L'ironie de cette phrase lui fit l'effet d'un acide dans la gorge. Il connaissait le genre de Kern, le genre à ériger des murs de réputation suffisamment solides pour enfouir la vérité, le genre à sourire en transformant les histoires en armes, le genre à toujours repartir indemne, car c'était lui qui tenait la serpillière. Alors que le premier jour du procès avançait, Keon sentit un calme étrange l'envahir. Non pas la paix de la reddition, mais la clarté avant la tempête. Il n'était pas là pour regarder. Il n'était pas venu simplement pour écouter. Il possédait quelque chose dont ils ignoraient l'existence, et quand le moment serait venu, lorsque le silence gagnerait la salle d'audience et que le récit atteindrait son paroxysme, il le briserait. Mais pour l'instant, il attendait, silencieux, patiemment, parce que dans une pièce bâtie sur le mensonge, la vérité était l'arme la plus puissante. 2 semaines plus tôt, Keon Granger se tenait sur un quai de métro froid, le crissement des roues d'acier et le grondement d'un train au départ se fondant dans le silence résonnant du tunnel. Le quai était presque désert, à l'exception d'une femme voûtée qui marmonnait pour elle-même et d'un homme en blouson de cuir usé qui arpentait la pièce avec une énergie débordante. Keon avait les mains enfouies dans les poches de son sweat à capuche, sa carte d'étudiant retournée sous le col de sa chemise. Il n'était pas censé être là, pas dans ce quartier, pas en train de sécher les cours, et certainement pas en train d'attendre de rencontrer un inconnu qu'il avait contacté avec une simple promesse murmurée par-dessus un appel grésillant. « Je connaissais votre père. J'ai quelque chose que vous devez voir. » La voix hantait Keon depuis lors, basse, rauque, imprégnée de peur. Ce genre de peur ne venait pas de la paranoïa. Elle venait de l'expérience. Un 2e train arriva, entrant en gare dans un fracas de vent vicié. Lorsque les portes s'ouvrirent en sifflant, le cœur de Keon fit un bond. Il monta à bord, choisissant un siège d'angle, au fond, à l'écart des quelques autres voyageurs. À chaque station qui passait, son estomac se serrait. Il ne savait pas si c'était un piège ou un miracle, mais quoi qu'il en soit, il devait savoir. Le trajet dura près d'1 heure, traversant des quartiers familiers pour rejoindre des quartiers oubliés. Murs couverts de graffitis, devantures de magasins aux volets clos, immeubles aux fenêtres condamnées, c'était le côté obscur de la ville. La partie que personne ne photographiait jamais dans les brochures. Arrivé à l'arrêt, 3 villes plus loin, Keon descendit et se retrouva sur un trottoir fissuré, à côté d'une rangée de motels tristes et délabrés. Des néons rouillés bourdonnaient au-dessus de sa tête. Un chien errant le dépassa en boitant. Il consulta son téléphone. Aucun nouveau message. Juste le premier, un seul SMS avec une adresse et un numéro de chambre. Vantage Inn, chambre 11B, midi. Venez seul. La chambre 11B se trouvait au fond du Vantage Inn. Le motel semblait n'avoir subi aucune rénovation depuis la fin des années 90. Briques défraîchies, peinture écaillée, un distributeur de soda affichant encore les prix en pièces. Keon s'approcha d'un pas prudent, comptant chaque porte, son cœur battant plus fort à chaque fois. Il frappa. 1 fois. La porte s'ouvrit lentement en grinçant, révélant un homme aux joues creuses et aux mains tremblantes. Il ne ressemblait en rien au technicien médico-légal que Keon avait vu sur de vieilles photos avec son père. Ruben Voss n'était plus que l'ombre de lui. Ses cheveux étaient grisonnants, ses yeux frémissaient, sa barbe inégale et clairsemée, comme si elle avait poussé sous l'effet de la peur. Sa chemise de flanelle pendait sur son corps comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. « Tu es venu », marmonna Ruben sans croiser le regard de Keon. Il s'écarta et Keon entra, tous ses muscles tendus, prêt à une embuscade. Mais la pièce était petite, sombre et silencieuse. Juste un lit affaissé, une télévision vacillante, en sourdine,
et une table jonchée de boîtes de plats à emporter vides et de notes éparses. Reuben s'assit lourdement sur le lit, désignant la table d'un geste. Une clé USB trônait seule au centre, luisant faiblement sous la lampe poussiéreuse. « Ça, » dit Reuben d'une voix voilée par la culpabilité, « c'est ce qu'ils ont effacé. Tout ce qu'ils ne voulaient pas. Des fichiers audio, des journaux internes, des captures d'écran de conversations entre l'agent Kern et le procureur, tout cela datant d'avant même l'inculpation de votre père. » Keon la fixa, le souffle court. Il voulut l'attraper, mais ses mains restèrent immobiles, serrées sur ses genoux. Reuben se frotta les tempes comme si ses souvenirs le faisaient souffrir physiquement. Il préparait ça. Parce que ton père s'est trop approché. Quelque chose dans le 14e commissariat. Quelque chose de profond. Il ne poursuivait pas seulement un dealer. Il démantelait tout un réseau. Et il ne pouvait pas se permettre ça. La voix de Keon s'éleva à peine au-dessus d'un murmure lorsqu'il demanda pourquoi Reuben avait attendu si longtemps. Les yeux de Reuben s'emplirent d'une résignation hantée. « Parce que j'avais peur. Parce que les gens qui ont essayé de l'aider ont disparu. Parce que le juge qui siège sur ce banc maintenant. Ce n'est pas seulement un ami de Kern. Il en fait partie. Tu crois que c'est une question de justice? Non, c'est une question d'effacement. Ils ne cherchent pas à prouver la culpabilité de ton père, ils cherchent à le faire disparaître, comme s'il n'avait jamais existé. » Keon tendit finalement la main et prit la clé USB. Elle semblait plus lourde qu'elle n'aurait dû, comme si elle portait le poids d'une âme. Il ne posa plus de questions. Il n'en avait pas besoin. Reuben détourna le regard. « Fais attention, Keon. Tu es une cible maintenant. Dès que tu es entré ici, tu as rejoint le combat. Cette chose, elle est plus grosse que nous deux. » Keon quitta le motel sans un mot, la clé serrée dans sa main. Dans le métro du retour, il resta assis, hébété, ignorant les regards des inconnus et les annonces d'arrêt. Son esprit se remplissait d'images de son père derrière les barreaux, de l'humiliation qu'il avait subie, de ce regard brisé que personne n'avait jamais réparé. Il passa les 2 nuits suivantes à tout observer sur la clé. Des enregistrements audio granuleux de conversations entrecoupées, de menaces et de marchés discrets. Des captures d'écran d'email qui n'auraient jamais dû être envoyées, horodatées des mois avant l'arrestation de Dante. Un schéma se dessina qui désignait non seulement Kern, mais une conspiration plus vaste, étroitement tissée au sein de l'élite de la ville. Keon ne dormait pas. Il mangeait à peine. Chaque instant de silence résonnait de la vérité qu'il portait désormais en lui, et avec elle, de la responsabilité. Il n'était qu'un enfant, sans diplôme, sans badge, sans tribune, mais plus rien de tout cela n'avait d'importance. Son père était seul. De retour dans la salle d'audience, Keon regarda le juge Huxley demander une suspension d'audience. La salle bourdonnait de murmures, les chaises raclaient et les journalistes tendèrent les bras. L'agent Kern se tenait là, avec la suffisance d'un homme qui croit en son invincibilité. Il jeta un coup d'œil autour de lui, fit craquer ses articulations et rit intérieurement. Ce bruit lui retourna l'estomac. Keon se leva lentement du banc du fond, chaque pas étant mesuré, son pouls battant à tout rompre. Il sentait le disque dur dans sa poche, mais ce n'était pas ce qui lui donnait de la force. C'était l'image de son père, menotté et calomnié, dépouillé de sa dignité tandis que des criminels portèrent l'insigne et se serrèrent la main dans des couloirs de marbre. Il s'avança dans l'allée centrale. Quelqu'un lui demanda de s'asseoir. Un autre tenta de lui barrer la route, mais Keon ne s'arrêta pas. Pas cette fois. Il leva la main, la pointa directement vers l'agent Kern et laissa les mots sortir de sa gorge avec une force qu'il ignorait. « C'est mon père. » L'effet fut immédiat. La salle se figea, chaque élément mobile suspendu sous le choc. Les journalistes s'arrêtèrent en plein milieu de la frappe. Les jurés se retournèrent d'un même mouvement. Même la dessinatrice du tribunal laissa tomber son crayon. Les mots transpercèrent la formalité de l'espace comme une lame, crue et indéniable. Le sourire narquois de Kern s'évanouit. Ses yeux s'écarquillèrent, l'espace d'une seconde. Il ne s'attendait pas à cela. Le juge Huxley frappa de son marteau, la voix tonitruante, appelant à l'ordre,
Mais même lui ne parvint pas à se remettre de ce moment. Le mal était fait. Keon se tenait là, la poitrine haletante, le regard impassible. Par cette seule déclaration, il avait exposé la vérité qu'ils avaient tenté d'enterrer. Il n'était pas un simple spectateur. Il n'était pas un simple enfant au dernier rang. Il était le fils de Dante Granger, et il lui ressemblait comme deux gouttes d'eau. Même mâchoire, même feu dans les yeux, même refus de se taire face à l'injustice. La salle d'audience vibrait de tension. Un huissier s'avança vers lui, incertain du protocole applicable en ce moment. Le juge aboya de nouveau pour exiger le silence, mais même son marteau sonnait faible. Kern fixa Keon, et une lueur froide brilla dans ses yeux. La reconnaissance, peut-être même la peur. Keon ne broncha pas. Il ne recula pas. Il se tenait là, tel un adolescent de 17 ans, tenant plus de vérité entre ses mains que toute la salle d'audience n'avait osé l'admettre. Et maintenant, tout le monde le savait. Le silence ne se dissipa pas de sitôt. Il persista, épais et inconfortable comme avant un orage. Alors même que le juge fermait la salle et ordonnait le départ de Keon, le garçon sortit seul, les épaules droites, chaque pas résonnant plus fort que n'importe quelle parole. Car pour la première fois, quelqu'un avait perturbé le récit. Et rien, ni un badge, ni un marteau, ni un mensonge soigneusement construit ne pouvait effacer ce qui venait d'être dit. À huis clos, Huxley qualifia Keon de perturbateur et suggéra qu'il soit jugé pour outrage. Il insista sur le fait que la salle d'audience devait respecter le décorum, mais tous les présents comprirent la vérité. Le véritable souci n'était pas le décorum, mais la dénonciation. La presse s'en était déjà emparée. Et dès le cycle d'actualité suivant, le visage de Keon était partout. Un garçon s'identifie comme le fils de l'inspecteur Dante Granger. Un conflit d'intérêts dans le procès suscite l'indignation. Les gros titres n'étaient pas de simples histoires. C'étaient des bombes, détonnant dans tous les médias et suscitant des questions que personne au pouvoir ne voulait poser. Le lendemain matin, Keon était assis sur un banc usé, sous une horloge cassée, au centre des libertés civiles du centre-ville. Le garçon paraissait plus petit, recroquevillé dans son sweat à capuche, le regard scrutant le sol comme s'il essayait de lire quelque chose d'écrit dans les interstices. En face de lui était assis Elijah Boone, un homme aux yeux emplis d'une tempête silencieuse. Autrefois redoutable avocat de la défense, Boone était devenu défenseur des droits civiques après qu'un juge fédéral l'avait accusé d'avoir empoisonné la confiance du public en remportant trop de procès contre des officiers corrompus. Cette étiquette, poison, lui était restée, mais Boone l'avait portée comme un insigne. Et il avait suivi le procès de Keon avec une sombre impatience, convaincu que ce qui se cachait sous-jacent était bien plus sinistre que le public ne le pensait. Keon ne parla pas tout de suite. Lorsqu'il sortit enfin la clé USB de la poche de son manteau et la lui tendit, ses doigts tremblaient. Boone la retourna avec précaution, presque avec révérence, comme s'il pressentait déjà ce qu'elle pouvait contenir. « C'est à lui, » marmonna Keon à peine audible. « Mon père. Il l'a laissé au cas où quelque chose arriverait. » Boone hocha la tête. Il avait déjà vu des imprévus comme celui-ci, rares, mais révélateurs. Des hommes comme Dante Granger ne faisaient pas de sauvegarde à moins d'être entourés de fantômes. En branchant la clé USB sur son ordinateur portable crypté, Boone retint son souffle tandis qu'une multitude de dossiers apparaissaient, soigneusement classés par date, nom et enregistrement audio. Ce qui avait commencé comme une simple vidéo de surveillance se transforma rapidement en quelque chose de bien plus sombre. Il y avait des appels oraux datés entre des agents du 14e commissariat, des agents que Boone avait reconnus pour de précédentes affaires de mauvaise conduite. Il y avait des journaux de surveillance, de camions banalisés, arrivant dans des entrepôts clandestins et, plus effrayant encore, une écoute téléphonique. La voix était reconnaissable entre mille, celle du chef adjoint Ronald Kern. Dans l'enregistrement, Kern rit amèrement, en admettant que Granger avait découvert une unité secrète intégrée au commissariat, une force d'intervention secrète
agissant selon des directives contournant la surveillance de la ville. Il déplace des caisses, mec, lança la voix rauque de Kern dans les haut-parleurs de Boone, les mots empreints d'arrogance. Pas seulement des armes, des votes, des faveurs, de l'argent. Ça va bien au-delà des âneries de commissariat. Granger se croit malin à fouiller comme ça. Mais il ignore complètement à qui il a affaire. Plus Boone creusait, plus la situation devenait monstrueuse. Des noms de politiciens, certains en campagne, d'autres déjà en poste, apparaissaient dans des fichiers cryptés, détaillant des pistes financières qui zigzaguaient des fourrières de la police aux sociétés écrans, pour finalement atterrir dans les super PAC de campagne. Un candidat à la mairie, un sénateur d'État en exercice, même un agent de liaison fédérale avec une habilitation de sécurité. Boone se laissa aller dans son fauteuil, l'esprit s'emballant. Ce n'était pas de la corruption, c'était une machine, un organisme vivant, respirant, nourri par le silence, alimenté par la complicité. Et Granger avait été l'un des rares à tenter de la démanteler. En moins de 48 heures, les représailles arrivèrent. Boone retourna à sa voiture un soir, après une réunion locale sur la réforme de la police, et trouva son pare-brise brisé et ses pneus crevés. Aucune trace, pas d'empreinte digitale, juste un message silencieux. « À vous !» Keon, quant à lui, avait été retiré de sa classe de lycée par le directeur et escorté jusqu'au bureau. Suspension, la raison officielle. Perturbation persistante de l'environnement d'apprentissage. Officieusement, l'administration avait reçu des recommandations d'autorités non précisées. Les médias ont rapidement changé de cap. Les présentateurs qui présentaient Keon comme un garçon courageux et en deuil le qualifiaient désormais d'instable. Un adolescent perturbé propulsé sous les projecteurs, a déclaré une experte en secouant la tête. Boone a été qualifié de militant radical avec une vengeance, ses affaires passées étant déterrées et déformées. Pendant ce temps, Kern et Huxley ont déposé une requête conjointe pour exclure complètement la clé USB. Les preuves, ont-ils affirmé, avaient été obtenues illégalement et irrecevables en raison de problèmes de chaîne de possession. Il s'agissait d'une tentative flagrante de dissimuler la vérité, mais Boone avait connu suffisamment de massacres clandestins pour savoir où frapper ensuite. Il a déposé une requête devant un tribunal fédéral, invoquant des violations des droits civiques, une obstruction à la justice et la nécessité d'une injonction immédiate. Puis, il a fait ce que l'establishment craignait le plus. Il a rendu l'affaire publique. La presse, encore furieuse des tentatives de muselage, a exigé l'accès. Les caméras ont été approuvées. Toutes les places dans la salle d'audience ont été occupées. Le 14e jour du procès est devenu un spectacle. Les lumières de la salle d'audience étaient plus vives que d'habitude, tout sous un examen rigoureux. Boone se tenait là, tel un homme qui non seulement présentait des preuves, mais lançait un ultimatum. Ses doigts planaient au-dessus de l'ordinateur portable, tandis qu'il connectait la clé USB au système de projection, chaque mouvement étant délibéré. Keon, assis dans la galerie, les poings serrés, regardait les murs du secret se briser. Dès la première écoute, la salle d'audience changea de ton. Une inspiration brusque. La voix caractéristique de Kern résonna à nouveau dans la salle, cette fois-ci libérée du huis clos et des documents juridiques. Puis arrivèrent les documents, des courriels détaillant les dates d'expédition, des registres financiers reliant les mouvements d'armes aux pics de campagne, des images de surveillance de réunions nocturnes entre des hommes censés être des adversaires, policiers et politiciens, procureurs et lobbyistes, se tenant côte à côte comme des complices sur une scène de crime. Kern se précipita pour l'interrompre, la voix s'élevant de désespoir. Huxley frappa du marteau, exigeant la coupure de la diffusion. Mais il était déjà trop tard. La vérité s'était effilochée comme un fil arraché d'une courte pointe pourrie, cousu avec arrogance, maintenant dévoilée par le fils d'un homme qu'ils avaient tenté d'effacer. Boone se tourna lentement vers la foule, la voix s'élevant avec la force de la conviction. Il ne créa pas. Il n'en avait pas besoin.
L'inspecteur Granger, commença-t-il, le regard fixe, n'a pas été tué dans l'exercice de ses fonctions. Il a été réduit au silence, piégé, parce qu'il s'est trop approché de la dénonciation d'un réseau criminel qui existe au plus haut niveau de cet État. Et maintenant, son fils a mis la dernière pièce en place. Le silence qui suivit n'était pas vide. C'était pesant. Il pesait sur chaque recoin de la salle d'audience. La vérité, enfin dite à voix haute, sans retenue, irréversible. Dehors, les manifestants s'étaient rassemblés. Des pancartes, sur lesquelles on pouvait lire « Justice pour Dante » et « Keon n'est pas seul », flottaient au-dessus de la foule. Les hélicoptères de la presse tournoyaient comme des vautours, mais cette fois, ils ne cherchaient pas un scandale. Ils documentaient un règlement de compte. Les portes du tribunal restaient verrouillées par mesure de sécurité, mais les murs eux-mêmes semblèrent prêts à s'effondrer sous la pression de la révélation. Et pourtant, quelque part au cœur de la machinerie délabrée du pouvoir, des personnages évoluaient dans l'ombre, préparant leur prochaine défense, leur prochaine attaque, sachant que le garçon qu'ils avaient écarté enfant était devenu quelque chose de bien plus dangereux. Un témoin, un héritage, une étincelle qu'ils ne pouvaient plus contenir. Le tribunal n'était plus un lieu de silence et de cérémonie. C'était devenu un champ de bataille. Des marshals américains bordaient les allées et se tenaient rigides à chaque porte, leur présence constituant un avertissement et un bouclier. La salle, autrefois sous le contrôle strict du juge Huxley, vibrait désormais d'une électricité qui rendait les bancs de bois plus froids et l'air plus tendu. Une enquête fédérale avait été ouverte au cœur de la nuit, discrètement, chirurgicalement et sans pitié. Les murmures s'étaient transformés en nuages d'orage, et maintenant le tonnerre était arrivé. Keon était assis aux côtés de Boone et de Reuben Voss, les mains jointes, la mâchoire crispée, comme s'il pouvait se protéger de tout son corps contre ce qui allait arriver. Mais le changement avait déjà eu lieu. Le pouvoir avait changé de main. L'agent Kern ne rôdait plus dans la pièce tel un prédateur. Il ne se dissimulait plus derrière de fausses confidences ou de faux rapports. Il était désormais assis seul, les épaules voûtées, le regard rivé vers la porte, comme si la fuite était encore une option. Il n'était plus le chasseur. Il était la proie, exposé, acculé, se défaisant sous les yeux de tous. Sous serment et les doigts tremblants, Reuben Voss brisa enfin le silence. Sa voix était basse au début, étouffée par des années de répression et de culpabilité. Mais chaque mot qui suivait révélait une nouvelle couche de tromperie. Il parlait d'archives numériques effacées, images de caméras corporelles, registres de police, rapports de traçabilité horodatés, disparus comme des fantômes sur ordre direct du chef de la police. Chaque suppression était liée à un moment précis, le jour où Dante Granger avait déposé un rapport sur des armes à feu disparues. Non pas une, ni deux, mais plusieurs armes de type militaire enregistrées comme preuve, puis disparues. Pas égarées, mais déplacées, vendues. La salle d'audience sembla retenir son souffle tandis que Voss poursuivait. Il expliqua comment, le jour même où Granger avait déposé ce rapport, un mandat d'arrêt avait été discrètement rédigé contre lui. Aucun incident n'avait encore eu lieu. Aucun crime n'avait même été allégué. Mais le mandat existait, signé, horodaté et enterré des semaines avant la prétendue altercation qui avait finalement conduit à l'arrestation de Granger. Ce n'était pas de la justice. C'était de la préemption, une réduction au silence. Et tout le monde le savait. Le juge Huxley frappa de son marteau, déclarant le témoignage irrecevable. Il insista sur le fait qu'il s'agissait de oui-dire, que Voss n'était pas une source fiable. Sa voix s'éleva, chaque phrase plus acerbe que la précédente. Mais Boone ne broncha pas. L'avocat de la défense se leva lentement, presque trop calmement, et tendit une enveloppe en papier Kraft scellée à l'huissier. Le juge hésita, pressentant déjà la suite. Mais la procédure ne lui laissait pas le choix. La suite révéla l'affaire. Boone exposa une chaîne de preuves accumulées depuis des mois. Des SMS entre Huxley et le sénateur Carroll, candidat à sa réélection sur un programme de rétablissement de l'ordre public.
Il y avait des courriels, certains rédigés en termes voilés, d'autres d'une clarté flagrante, évoquant des contributions à la campagne, des faveurs discrètes et des biens immobiliers détournés par des sociétés écrans. Un bien en particulier, un appartement en bord de lac en Virginie, avait été cédé à l'épouse de Huxley pour un prix légèrement inférieur à la valeur marchande. Trop pratique, trop propre. Le silence dans la salle devint mortel. Une autre tempête grondait, celle de la prise de conscience. Il ne s'agissait plus seulement d'une arrestation injustifiée. Il s'agissait d'une action coordonnée pour protéger un système corrompu d'un homme qui en voyait trop. Dante Granger n'avait pas seulement été puni pour avoir signalé la disparition d'armes. Il avait menacé de démêler le fil du mensonge des hommes au pouvoir. Et pour cela, ils avaient tenté de l'effacer. Le juge Huxley tenta de changer de cap, de rayer les preuves du dossier, de maintenir l'ordre. Mais l'atmosphère avait changé. La salle ne lui appartenait plus. Chacun à l'intérieur, membre du jury, huissier, journaliste, même le sténographe, observait avec une lucidité naissante. Les mensonges n'étaient pas spéculatifs. Ils étaient documentés. La chute avait déjà commencé. Boone insista. Il se tourna vers les audits financiers, soulignant des années de paiements masqués sous forme d'honoraires de conseil et de dons de campagne canalisés par des comités d'action politique locaux dont les membres du conseil d'administration se chevauchaient opportunément. Il montra des SMS de Kern, paniqué, suppliant ses supérieurs de contenir les retombées après le dépôt du rapport de Granger. Il révéla des preuves que Kern avait été payé au noir pour l'exécution du mandat contre Granger. Un mandat signé par un juge qui, comme on le découvrit, devait des faveurs bien au-delà de sa robe. Keon ne bougea pas. Ses doigts s'enfoncèrent dans le bord du banc sous lui, le bois appuyant fortement sur ses paumes. Il ne pouvait plus cligner des yeux. Il ne pouvait plus respirer. Pas quand la vérité, toute la vérité, était enfin éclatée au grand jour. Puis l'ordonnance tomba. Un juge fédéral, dépêché ce matin-là en vertu de pouvoirs judiciaires d'urgence, annula le procès dans son intégralité, le déclara irrémédiablement compromis et ordonna un procès nul et non avenu. Des halètements résonnèrent comme des coups de feu. La salle sombra dans un chaos contrôlé. Les journalistes se ruèrent sur leurs appareils photos. Les téléphones sonnèrent comme des alarmes et les spectateurs applaudirent. Mais Keon resta immobile, figé sur place, tandis que son père émergeait du couloir de la cellule de détention. Dante Granger paraissait plus maigre que des mois auparavant. Ses joues s'étaient creusées, ses yeux étaient cernés par la fatigue, et les longues heures passées dans des cellules censées réduire les hommes au silence. Mais il marchait. Son dos était droit. Et lorsque son regard croisa celui de Keon, il sourit. Non pas parce qu'il était libre, mais parce que son fils s'était battu là où personne d'autre ne l'aurait fait. Keon traversa la pièce dans un flou, tandis que tout autour de lui se ralentissait jusqu'à n'être qu'un murmure. Il rejoignit son père et le serra fort dans ses bras, comme s'il craignait que l'instant ne lui échappe. « Je n'ai jamais cessé de me battre pour vous, » murmura-t-il, les mots s'échappant comme un souffle qu'il ne s'était pas autorisé à respirer jusqu'à présent. « Je sais, » répondit Dante d'une voix ferme malgré tout. « Vous avez fait plus que je n'aurais jamais pu. » Devant le palais de justice, le monde s'est enflammé. Les flashs des appareils photo ont brillé. Les journalistes ont lancé des questions comme des mitraillettes. Les manifestants ont pleuré, d'autres ont applaudi. Les marches du palais de justice se sont remplies de personnes qui avaient trop longtemps attendu que justice soit faite et qui assistaient maintenant à son retour lent et irrégulier. Ils ne célébraient pas seulement la libération d'un homme, ils pleuraient un système qui avait permis son incarcération. Dans les semaines qui ont suivi, le juge Huxley a été radié du barreau. Le barreau a publié un rapport accablant décrivant sa mauvaise conduite, et en quelques jours, il a disparu de la scène publique. L'agent Kern a été arrêté et accusé d'entrave à la justice, de parjure et de falsification de documents officiels.
Il a plaidé non coupable, mais plus personne ne l'écoutait. Le mal était fait. 3 sénateurs d'État se retirèrent discrètement de leur campagne, leurs collaborateurs invoquant des problèmes de santé et des affaires familiales, bien que chacun sache pourquoi. Des enquêtes se profilaient. Un bureau de campagne fut perquisitionné. Un autre avait déjà été mis à sac. Le dénouement avait commencé. La presse baptisa l'affaire « Le jugement de Brookmere ». Ils publièrent des photos de Boone tenant des documents judiciaires d'une main et de Keon serrant l'épaule de son père de l'autre. Ils publièrent des reportages, des documentaires et des tables rondes décortiquant comment l'arrestation d'un homme était devenue la faille dans un barrage de corruption. Mais Keon ne lisait pas les articles. Il ne regardait pas les émissions. Pour lui, il ne s'agissait pas de gros titres ou de réputation. Il s'agissait de justice, pour l'homme que tout le monde avait abandonné, pour la vérité qu'il tentait d'enterrer, pour le père qui avait été jeté comme des débris dans un système trop délabré pour le considérer comme un être humain, et pour le garçon qui avait figé toute la salle d'audience, non pas par rage ou violence, mais par une vérité que personne ne pouvait ignorer.